Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de ce 15 février. Les magistrats reprennent les audiences à Tours comme dans le reste de la France, à l'exception de Nantes et Paris. Une assemblée générale se tenait ce matin au tribunal tourangeau. C'est la fin d'une semaine de contestation, mais les problèmes persistent selon eux et les journées d'action sont à prévoir. Plus de 400 affiches des châteaux de la Loire en Loir-et-Cher trônent désormais dans le métro parisien. Une nouvelle campagne d'affichage auprès d'une clientèle qui représente 25% des visiteurs. Hommage à Henri Perrand, abbé de Draché pendant la Seconde Guerre mondiale. L'ecclésiastique était au cœur d'un réseau de résistance. 2000 personnes avaient été aidées. Une exposition lui est consacrée à Draché jusqu'à la fin du mois et puis à Maillé, à la Maison du Souvenir. Mais avant de développer ces titres, ce fait divers survenu à Amboise. Hier, le corps d'un sexagénaire a été retrouvé sur la terrasse d'un gîte rural au lieu dit Les Valinières. Il avait les pieds attachés. Il serait mort à la suite de violences. L'autopsie menée cet après-midi devrait le confirmer. Un quadragénaire a été placé en garde à vue. Il l'est toujours actuellement. Ils sont tous deux originaires de l'Isère. Ils se connaissaient donc. L'homme serait mort à la suite d'une dispute. Une information judiciaire sera ouverte demain matin selon le parquet de Tours. Durant une semaine, seules les audiences urgentes étaient assurées au tribunal de Tours. Mais ce matin, les magistrats ont mis fin à leur grève. Le rapport administratif visant à définir les responsabilités dans l'affaire Tony Mélion a permis de dédouaner les magistrats en pointant des carences dans le système pénitentiaire. La crise est donc passée et pourtant les revendications des Échevins sont toujours d'actualité. Romain Delville. 8h30 ce matin, le communiqué des magistrats tourangeaux est rédigé. Reste à en discuter en assemblée plénière extraordinaire et à huis clos. Comme partout en France, hormis Paris et Nantes, il est décidé de cesser le renvoi des affaires non urgentes. Une semaine après le début du mouvement fort de protestation, les magistrats estiment que leur message a été entendu, tout du moins par l'opinion publique. 90% des juridictions françaises ont renvoyé les audiences pendant plus d'une semaine. Ça ne s'est jamais vu. À Tours, moi ça fait 5 ans que je suis là, il n'a jamais été question d'un renvoi d'audience dans le cadre d'une protestation. On a lu des communiqués en début d'audience, etc. Jamais je n'ai vu un mouvement de cette ampleur. Ça a touché aussi bien les magistrats que les fonctionnaires, que l'ensemble des fonctionnaires du ministère de la Justice. Et je crois que c'est le signe qu'on est arrivé à une étape inquiétante. Et ça a été, il ne faut pas se tromper là-dessus, ça a été une vraie crise institutionnelle. Le discours hier du garde des Sceaux Michel Mercier n'a pas rassuré les juges du siège, car ils ne sont pas dupes des volontés gouvernementales. Soutenu par les collègues, le juge Rémi Marchot a entamé l'audience par la lecture du communiqué qui vise à mots couverts le chef de l'État et Brice Hortefeux, son ministre de l'Intérieur. Les magistrats et fonctionnaires de la juridiction s'inquiètent des atteintes répétées à l'indépendance de la justice, principe fondateur d'un État de droit. De la démagogie qui tente à faire croire que la récidive peut être définitivement éradiquée, des réformes législatives incessantes, sans moyens nouveaux pour leur application. Les magistrats se tournent désormais vers les parlementaires, qu'ils invitent à venir constater dans les faits et les tribunaux des conséquences des lois qu'ils votent. Ce sont les parlementaires, par exemple, qui vont examiner prochainement le projet de loi de réforme de l'hospitalisation sous contrainte, qui risque d'apporter de nouvelles charges à l'institution judiciaire sans aucun moyen nouveau. Ce sont les parlementaires qui vont être amenés à se prononcer sur la dernière lubie présidentielle, c'est-à-dire l'introduction de jurés en correctionnel avant l'été, et j'insiste sur le avant l'été, ce qui paraît complètement ahurissant en termes d'organisation, d'impact sur le fonctionnement de la justice et surtout d'impact budgétaire. Voilà, je crois que c'est aussi un moment aux parlementaires de prendre leurs responsabilités. En une semaine de protestation, 6 audiences pénales ont été reportées au tribunal de Tours, des audiences échelonnées jusqu'en janvier 2012. Les travaux du tramway, la construction de la première ligne va générer de l'emploi. Une partie sera consacrée à l'insertion, public visé, les demandeurs d'emploi. Anaïs Michaud. Le tramway sera vecteur d'insertion ou ne sera pas. En effet, le Code des marchés publics de 2001 inclut une clause d'insertion. Celle-ci oblige les entreprises répondant aux appels d'offres des collectivités à employer des demandeurs d'emploi en difficulté, et ce, à hauteur de 5% des heures travaillées. Et pour la rénovation urbaine, Tours Plus avait décidé de valoriser cette promotion de l'emploi en allant jusqu'à un peu plus de 6%. Alors, à l'aube des premiers chantiers du tramway, il semblait évident de continuer sur cette lancée. Nous avons donc décidé de prolonger cette expérience qui s'est révélée positive pour la rénovation urbaine pour le chantier du tramway. Vous savez que le chantier du tramway, c'est 370 millions d'euros, dont une partie va constituer des travaux, notamment de génie civil, pour 120 millions. Et nous avons donc décidé que sur cette partie des travaux, proprement dit
de chantier, 7% soit consacrés à l'embauche de publics prioritaires, du public évidemment local. 7% des heures de travail réalisées dans le cadre des chantiers du tramway seront donc effectuées par des demandeurs d'emploi prioritaires, ce qui correspond à pas moins de 81 000 heures, soit une cinquantaine de temps plein. L'idée, c'est de mettre en relation un public qui n'a pas souvent accès à l'entreprise, avec des entreprises qui n'ont pas ni forcément la volonté initiale, en tout cas, ni forcément le temps de chercher des gens en insertion, de les aider et de les former. Donc notre rôle, le rôle du Crépi, c'est de faire le lien entre ces deux mondes. Le club régional d'entreprises partenaires de l'insertion aura donc un rôle d'intermédiaire et travaillera avec Pôle emploi pour trouver les futurs ouvriers des chantiers du tramway qui seront embauchés pour la plupart en intérim. L'hôtel de ville de Tours accueillait aujourd'hui un forum du recrutement pour les métiers de l'hôtellerie et de la restauration et était organisé par le Pôle emploi, d'un côté des candidats, de l'autre des recruteurs d'entreprises et des emplois à pourvoir de suite. Des entretiens d'embauche ont même eu lieu sur le site. Alors quels sont les profils recherchés dans la restauration à l'heure actuelle? Quels métiers représentés? Écoutez plutôt la responsable hôtellerie-restauration du Pôle emploi de Tours. Elle est au micro d'Aurélie Renaud. On a des postes effectivement qualifiés, puisque là aujourd'hui on a de l'hôtellerie de luxe, on a aussi de la restauration gastronomique. Donc là ils cherchent des gens qui sont qualifiés dans leur domaine, formés en service, en cuisine. Mais on a également des postes où les débutants sont acceptés, comme des postes de femmes de chambre, des postes en restauration rapide, des postes effectivement sur des établissements avec des effectifs plus petits, où ils sont plus sur de la polyvalence, plus des employés polyvalents de restauration, où ils demandent des gens polyvalents mais pas forcément diplômés avec 10 ans d'expérience derrière eux. Donc il y a effectivement un choix assez intéressant aujourd'hui. 25% de la clientèle des châteaux du Loir-et-Cher est d'origine parisienne. C'est pour cette raison qu'une campagne d'affichage vient d'être lancée dans le métro. Plusieurs centaines d'affiches représentant les châteaux de Chaumont, de Cheverny ou de Chambord. Objectif, faire revenir les franciliens en bord de Loire. Sébastien Branger. Avec près d'1,5 million de visiteurs en 2009, les châteaux de Cheverny, Blois, Chambord et de Chaumont-sur-Loire sont les stars du bord de Loire. Mais les touristes ont toujours besoin d'une piqûre de rappel afin qu'ils n'oublient pas de venir découvrir ou redécouvrir ces merveilles de la Renaissance. Les opérateurs du tourisme régional l'ont bien compris et s'adressent désormais avec de nouveaux moyens à un public inhabituel. On a vraiment souhaité, nous, cibler notre action sur le marché parisien parce qu'effectivement, c'est une clientèle qui est à 1h30 de chez nous. C'est-à-dire quasiment la distance d'un Parisien quand il quitte chez lui et qu'il va à son travail, c'est à peu près la même distance. Donc on est réellement voisin de la destination parisienne. Donc nous, on a voulu vraiment poser notre destination Blois Pays de Chambord auprès de cette clientèle particulière qui, traditionnellement, vient passer un week-end, vient passer quelques jours chez nous et on est en mesure, nous, de répondre à cette demande de séjour et puis de découverte des châteaux de la Loire dans leur ensemble. Les campagnes publicitaires se suivent mais ne se ressemblent pas pour les châteaux de la Loire. Cette fois-ci, il s'agit de ramener un public plutôt jeune grâce à un outil de communication des plus modernes, le flashcode. Il suffit de posséder un téléphone portable, de prendre une photo de ce drôle de symbole et vous serez redirigé automatiquement vers un mini-site internet où vous trouverez toutes les informations touristiques. Et on sait que les campagnes de communication en général ont un effet sur la notoriété de la destination, sur le nombre de séjours vendus, sur la durée de séjour, sur les entrées dans les châteaux. Ça, on arrive à peu près à le mesurer, mais directement mesurer l'impact de cette campagne-ci sur notre public, ça reste malgré tout difficile. Mais ça s'inscrit dans une démarche plus générale de valorisation de la notoriété de notre destination Blois Pays de Chambord comme étant réellement l'entrée territoriale touristique et culturelle vers les châteaux de la Loire, en général. Il y aura 420 affiches publicitaires dans l'ensemble du métro parisien. À vos téléphones, la campagne ne durera pas plus d'un mois. À Draché, un hommage est rendu à un ancien abbé du village, Henri Péan, qui officiait pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a résisté contre l'occupant allemand. Il était en fait au cœur d'un véritable réseau de résistance. 2000 personnes ont été aidées. Une exposition retrace désormais son histoire et le combat qu'il a mené dans la discrétion. Anaïs Michaud. Il aurait eu 110 ans. L'abbé Péan, figure emblématique de la résistance dans la région, est mort sous la torture en février 1944, quelques jours seulement après son arrestation à la sortie de la messe. Il faut dire que le curé de Draché était un personnage haut en couleur et qui se plaisait à narguer les Allemands. À l'occasion de la cérémonie des vêpres, à la fin de la cérémonie, l'abbé Péan est allé à l'harmonium
et a joué la Marseillaise 2 fois. Il y avait dans le fond de l'église une dizaine d'Allemands qui étaient médusés et qui ont écouté la Marseillaise, et l'abbé Péan était fou de joie de les avoir piégés, si on peut dire. Un personnage de caractère qui entre en résistance fin 1940 en commençant par aider les gens à franchir la ligne de démarcation située non loin de Draché et qui construit peu à peu des réseaux importants. C'est quelqu'un quand même de très très atypique. Il organise lui au moins personnellement 3 parachutages d'armes en soutane. Voilà. Là c'était fin 43, début 44. Il a fait tout ce que pouvait faire un résistant pendant la guerre. Du passage de lignes clandestins, du sauvetage de juifs, du sauvetage d'aviateurs anglo-américains, des faux papiers, des cartes d'alimentation, des pièces d'identité, des radios avec Londres, que ce soit avec les services anglais ou les services gaullistes ou avec les services girodistes. Voilà, il est en contact avec beaucoup de personnes. Il voyage beaucoup. On le retrouve parfois à Bordeaux, parfois à Paris, parfois à Nancy. Tout ça pour ces réseaux, pour essayer de sauver des gens. Sauver des gens, il y croyait et a donné sa vie pour cette cause. Pourtant, son histoire reste encore assez méconnue. C'est justement pour lui rendre ses lettres de noblesse qu'une exposition itinérante lui est actuellement consacrée à Draché jusqu'au 27 février. L'exposition sera ensuite présentée à la Maison du Souvenir de Maillé, puis à la commune de Sèmes. Elle a travaillé notamment avec Florence Foresti. La comique Elisabeth Buffet se produit ce soir à l'espace Malraux de Jouer-les-Tours. Anaïs Laurent l'a rencontrée à l'occasion de sa venue à TV Tours pour l'enregistrement de l'émission Et à part ça, qui sera diffusée vendredi sur notre antenne. Portrait. Comment ça, on peut pas fumer dans un hôpital? Mais je vais pas voir les cancéreux, je vais à la maternité. Des textes désopilants, un poil corrosif. Lancée en 2005 par le festival Juste pour rire, Elisabeth Buffet a su charmer son public à coups de sketchs osés et de répliques trash. En quelques années, cette quadra célibataire s'est créé un véritable langage, presque une marque de fabrique. J'adore les vieux, mais pas pour me les mettre dedans, je suis pas un cercueil. Moi, je crois qu'on peut rire de tout, ouais. Ah ouais, de tout, avec n'importe qui, n'importe quel moment. Après, c'est en face, si c'est perçu, bah, tant pis pour la personne. L'humour permet de désamorcer beaucoup de choses. Alors, il ne faut pas toujours prendre au premier degré. Voilà, je trouve que la distance avec les choses, ça aide pour la vie quand même. Son humour amuse ou agace, mais ne passe pas inaperçu. Ce sont ses propres expériences qu'elle nous raconte à travers ses sketchs. Une manière pour elle de tourner en dérision les interrogations d'une quadragénaire en mal d'amour. Bah, c'est beaucoup puisé dans mon vécu. Hélas, j'ai envie de dire, le vécu de célibataire, voilà, fêtarde, avec des copines, la famille un petit peu plus Versailles, machin, plus strict, et puis les mecs, quoi, les expériences avec les mecs. C'est beaucoup en tant qu'humoriste, c'est vrai qu'on est un peu spongieux, j'ai toujours sorti les spongieux, les éponges, et on écoute voilà, tout ce qui se dit, tout ce qui peut refléter un état d'esprit et résonner en nous. Ce soir, celle qui scande que dans la Bible tout est possible et qui regrette d'être seule dans sa culotte sera sur la scène de l'espace Malraux à Jouer-les-Tours. L'occasion de rire de tout et de rien. Avant de refermer ce journal, on revient sur cette information, ce fait divers survenu à Amboise. Hier, le corps d'un sexagénaire a été retrouvé sur la terrasse d'un gîte rural au lieu-dit Les Valinières. Il avait les pieds attachés. Il serait mort à la suite de violences. L'autopsie menée cet après-midi devrait le confirmer. Un quadragénaire a été placé en garde à vue. Il est toujours actuellement. Ils sont tous deux originaires de l'Isère. Ils se connaissaient donc. L'homme serait mort à la suite d'une dispute. Une information judiciaire sera normalement ouverte demain matin selon le parquet de Tours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous parlons d'une vente aux enchères qui aura lieu lundi prochain à Tours. Des archives, parmi lesquelles des documents historiques de grande valeur. Restez avec nous.